Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Salut les turfos, salut les turfas et bienvenue dans cette nouvelle émission de la rédaction d'Ouzbek Erika, une première émission de 2019 pour papoter actu et turfu avec vous. Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette année. Alors, cette année 2019, elle démarre sur la même lancée que 2018 dans notre beau pays de France, avec notamment un mouvement qui a peut-être animé vos dîners familiaux pendant les fêtes. Je veux bien entendu parler des... Gilets jaunes, moi gilets jaunes, demain les gilets jaunes, faut danser petit. Alors, on va pas consacrer ce podcast au mouvement, même si on aurait pu. Non, on a plutôt décidé de réagir au plus proche de l'actu, puisque vient d'être lancé le grand débat national voulu par le président Emmanuel Macron pour sortir de cette fameuse crise des gilets jaunes, selon l'expression consacrée. Et vous le savez, on aime bien les débats à Salut le Turfu, surtout quand ils concernent l'avenir de nos sociétés. Donc la rédaction d'Ouzbek Erika a cédé aux sirènes gouvernementales et s'est penchée sur ce grand débat qui se déroulera, si tout se passe comme prévu, entre maintenant et le mois d'avril. L'idée est que chacun s'en saisisse dans la vraie vie ou sur Internet à partir de la semaine prochaine. Et ce grand débat est organisé en 4 thématiques et ça tombe plutôt bien puisqu'on est 4 autour de la table. Mes camarades et moi-même allons donc vous présenter les grandes lignes de ce dispositif gouvernemental et surtout proposer chacun une réforme du futur dont on débattra entre nous avant de la soumettre au vote. Histoire que s'il ne reste de ce dispositif que de la poudre de perlimpinpin, on ait tout de même fait un petit podcast. Alors pour réformer la France du futur en ma compagnie, j'ai la joie de retrouver mes formidables camarades de jeu Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guigui. L'inénarrable Vincent Louquez. Salut Vincent. Salut Guillaume. Et un petit nouveau autour de la table qui nous permet de monter d'une marche dans la hiérarchie d'Ouzbek Erika. J'ai nommé notre merveilleux, fabuleux, fantastique et formidable Thierry Keller, qui est donc le super sub de cette émission, mais aussi le directeur des rédactions d'Ouzbek Erika. Salut Thierry. Salut Guillaume. Est-ce que j'ai fait suffisamment de lèche là, c'est bon les gars? Ouais, c'était bien le Ole Gunnar Solskjaer d'Ouzbek Erika. Merci, c'est cool. Alors donc parmi ces 4 grandes thématiques, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'ami Vincent, puisqu'on retrouve celui de la transition écologique. Et quand on dit écologie et transition, on pense tout de suite à Vincent Louquez. Voilà, bien que je récuse complètement le terme de transition écologique. Allez, ça y est, c'est parti. Attends, ce serait déjà pas mal, non? Oui, mais la transition, comme le dit très bien notre ami Delphine Bateau, qui est avec nous au tribunal dernièrement, la transition fait penser au temps long, alors qu'il y a urgence. Donc ça commence très mal, ce débat. Ça commence par un mot qui n'est pas le bon mot, mais bon, passons. Ok, passons le sur le terme. Le gouvernement parle de transition, et quand on va sur le site du grand débat, il y a le site du gouvernement qui renvoie vers un site dédié à ce grand débat. On peut trouver la déclinaison de l'orientation que le gouvernement veut donner à ce grand débat. Il y a 4 sous-questions pour cette thématique du grand débat. Je vous les livre. La première, c'est comment finance-t-on la transition écologique? Attends, 4 sous-questions dans transition écologique. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a 4... On parle là juste du chapitre transition écologique. Ils aiment bien le chiffre 4. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose derrière ça? Peut-être. 4. 4 et 4, 8. Pardon Vincent, j'arrête de t'interrompre. Ok, non, 4 sous-questions. J'adore quand tu m'interromps. 4 sous-questions pour cette question écologique, disais-je. Donc la première, comment finance-t-on cette transition écologique par l'impôt, les taxes et qui doit être concerné en priorité? Deuxième question, comment rend-on les solutions accessibles à tous? Par exemple, en remplaçant une vieille chaudière ou sa vieille voiture avec des subventions, etc. Donc la question de l'accessibilité des mesures. Troisième question, comment privilégier le niveau local ou national suivant les cas, suivant les thématiques abordées? Et enfin, comment garantir scientifiquement les choix que nous devons faire et comment les faire accepter à l'échelon aussi européen et international. Bon, c'est des questions intéressantes. C'est des questions intéressantes. Le gouvernement lui-même nourrit un petit peu le débat. Il se permet d'entrer dans le jeu en rappelant quelques chiffres. Lui-même reconnaît que la situation est plutôt de l'ordre de la catastrophisation des événements. J'espère qu'ils ne le disent pas comme ça, parce que catastrophisation, c'est pas très parti sur autre chose. Mais 2-3 chiffres qui met en contexte. 2018 était l'année la plus chaude en France depuis qu'on commence à enregistrer les températures. Ça, c'est dit dans l'introduction. Ça, c'est dit dans ce que dit le gouvernement. Okay. 9 des 10 années les plus chaudes ont eu lieu au XXIe siècle. Dans l'histoire de ces enregistrements. Le gouvernement précise aussi qu'on va largement dépasser les 2 degrés de réchauffement d'ici la fin du siècle si on continue sur cette lancée-là.
entraînant, je cite, de manière irréversible un emballement du climat et la multiplication des catastrophes naturelles. D'accord. Donc ça pose l'ambiance. Bon, on n'est pas dans un pays qui nie le réchauffement climatique. J'essaie de trouver des points positifs. C'est déjà un bon point. Ça fait déjà 2 points positifs pour le gouvernement. Guillaume le dit, fais attention quand même. Oui, excusez-moi. Pour finir avec ce que nous donne le gouvernement, il y a quelques pistes qui sont amenées, puisqu'il précise des chiffres qui sont tout à fait exacts, que 70% des émissions de gaz à effet de serre en France viennent des énergies fossiles utilisées pour le déplacement, les transports 70%, et le chauffage. Ok. Donc 70% viennent de ces deux problèmes-là, sachant que le reste est surtout dû à l'agriculture. Au moins 20% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'agriculture. D'accord. Donc sur ce, le gouvernement nous demande, à nous citoyens, comment faire pour atteindre l'objectif qui est d'émissions neutres, d'émissions nettes égales à 0 en 2050 en France, tout en améliorant la qualité de l'air, tout en réduisant beaucoup de choses. Et c'est là que ça commence un petit peu à se corser, puisque le gouvernement nous demande dans son questionnaire, dans son QCM, en première question, que choisissez-vous ? Quelle est votre priorité si vous deviez choisir une seule réponse parmi les 4 priorités environnementales que sont le réchauffement climatique, l'érosion du littoral, la pollution de l'air et l'effondrement de la biodiversité ? D'accord. Une sur les 4. Il faut en choisir une seule, ce qui est complètement absurde. C'est-à-dire, c'est à vous de voir si vous préférez mourir à cause d'ouragans ou mourir parce qu'il n'y aura plus de biodiversité en France. On est un petit peu dans une démarche étrange, ce qui moi ne me va pas du tout, et j'ai donc choisi de totalement faire péter ce cadre du débat. Je te reconnais bien là. Pour prendre une thématique qui est absente justement de ces propositions, celle de l'agriculture. Ma proposition, mes chers concitoyens, camarades, et donc de passer... Je précise pour les auditeurs qui me regardent. En disant camarade Thierry, camarade Keller. Camarade Keller, camarade Annabelle, camarade Lily. Allez. Vas-y, l'agriculture. Allons-y, passons à une agriculture 100% agroécologique d'ici 2030. Soyons ambitieux. Agroécologique. L'agroécologique, c'est-à-dire l'agriculture biologique qui intègre des préceptes écosystémiques dans sa gestion des sols, dans sa gestion des plantations, D'accord. C'est faisable et c'est une façon de faire passer l'un des pires fléaux environnementaux aujourd'hui, qui est l'agriculture, le transformer en une des meilleures solutions pour notre avenir. Pourquoi ? Parce que l'agriculture a la particularité de relier à la fois les problématiques climatiques, de biodiversité et de santé, d'économie et même de gilets jaunes. On peut tout régler avec l'agriculture, c'est génial. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est merveilleux. Alors, montre-nous comment tu règles la question des gilets jaunes avec l'agriculture. Attends, mais sachant que c'est que 20%, comme tu l'as dit, des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Alors c'est que 20%, mais par secteur. Si on prend le secteur des transports, c'est aussi 20 à 30%. Si on prend le chauffage, c'est aussi 20 à 30%. Enfin, le logement, c'est aussi 20 à 30%. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Les 3 principaux secteurs en France, c'est le logement, transport et agriculture. Donc toi, tu t'es focalisé sur l'agriculture. Ok, dis-nous comment tout résoudre grâce à l'agroécologie. Eh bien, d'abord, sachez que l'ADEME, le site de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, répertorie toutes les vertus qu'a l'agriculture plus biologique pour les sols, pour le CO2, puisqu'il faut savoir que l'agriculture, en France, c'est 90 millions de tonnes équivalent CO2 émis chaque année. Okay. Les fameux 20% émis par la France. Or, si on passe à 100% d'agroécologie, si on interdit radicalement tout produit phytosanitaire de synthèse en France, et si on interdit le labour, par exemple, produits phytosanitaires comme les pesticides, comme les glyphosates, comme les engrais chimiques. Juste pour celles et ceux qui ne savent pas. Des férus de produits phytosanitaires. Il y a toute une série de recommandations faites par l'ADEME qui expliquent un petit peu ça. Par exemple, si on interdit le labour, il faut savoir que le labour, qui est une pratique traditionnelle répandue depuis au moins 50 ans, mais qui s'est énormément développée, contribue à dessécher les sols, à réduire le couvert végétal des sols et donc à accélérer la décomposition de la matière organique et donc à augmenter l'émission de CO2 dans l'air. D'accord. De la même façon, augmenter le couvert végétal, augmenter les cultures intermédiaires permettrait de stocker davantage de carbone. L'agroforesterie aussi permettrait de réduire énormément l'émission de CO2. Une comparaison est faite, c'est sur une parcelle de blé conventionnel, il y a 20 à 30 tonnes de CO2 pour 1 hectare qui sont stockées. La même en agroforesterie, c'est 100 tonnes de CO2 qui sont stockées. Donc on a un triplement du CO2 stocké par l'agriculture à ce niveau-là. Toujours avec du blé, quoi. Ouais. Avec du blé, mais accompagné d'arbres, accompagné de tout ce qui est agroforesterie. Ok. Voilà, l'avantage aussi, il est pour la biodiversité, je le disais, puisque l'étude l'an dernier qui a fait du bruit sur les oiseaux en France, 30% des oiseaux en 15 ans ont disparu dans les campagnes françaises, sont beaucoup liés, suspectent les chercheurs, à la disparition des haies, des talus et de toute la végétation qui entoure les parcelles. Donc on a aussi un impact positif pour la
biodiversité. C'est la même chose pour les insectes. On sait que les pesticides sont énormément liés à la disparition de 80% des insectes en 30 ans en Allemagne et de la même façon supposée dans le reste de l'Europe. Notamment de nos amis les abeilles. Et nos amis les abeilles aussi, exactement. Voilà, donc on peut enchaîner toutes les micro-mesures, mais c'est pour donner la dynamique de cette agrobiologie qui permettrait, dans tout un tas de domaines, d'augmenter de façon vertueuse le captage du CO2 et la préservation de la biodiversité. Et comment ça résout la crise des gilets jaunes ? Alors ça résout aussi la crise des gilets jaunes. Question de Camoulox. façon Moi, j'attends, là assez tu m'as étonnante. teasé, donc j'attends. Ouais. Parce que l'agroécologie est une façon de... Tout le monde me regarde avec ça. Ah non, mais on attend, on a peut-être la solution, mec. L'agroécologie Sois pas trop déceptif dans ce que Camarade. tu vas dire dans 2 secondes là. est une façon de repeupler les campagnes. Il faut un grand programme d'investissement pour repeupler les campagnes. L'agroécologie nécessite beaucoup de nouveaux emplois parce que c'est beaucoup plus demandeur en emploi que l'agriculture intensive. En main-d'œuvre, on peut En le dire. main-d'œuvre. Beaucoup de chercheurs différents. Il y avait Ferme d'Avenir, il y avait de l'économiste Jean Gadret aussi qui estimait que 200 à 260 000 emplois pouvaient être créés d'ici 2030 par une conversion à l'agroécologie. Ça, c'est les emplois directs. J'en suis, j'y vais. Quand tu as en plus les emplois indirects, tu recrées de la dynamique dans les petites villes, tu recrées des services et des services publics, tu recrées de la dynamique locale. Donc tu réponds à toute une demande de redynamisation des campagnes qui est celle des gilets jaunes, ce que je disais. Tu réponds aussi à un problème économique, tu diminues le chômage, tu diminues donc la pauvreté, et donc tu rends tout le monde content et tu arrêtes aussi énormément de problèmes de santé. Tu te nourris mieux. Tu te nourris mieux. Pour finir, tout ça se finance extrêmement facilement, sans augmentation de taxes, ni diminution de services publics, puisque si on prend par exemple les effets sur la santé, nourrir seulement 33% des Français en bio réduirait de 600 millions à 2,6 milliards d'euros les coûts sur la santé par an, selon Ferme d'Avenir, qui est certes partie prenante, mais une autre étude est plus intéressante, une étude en 2015 parue dans le journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, voilà, en 2015. Donc. Je fais pas de commentaires. Exactement. Estimé à 120 milliards d'euros par an en Europe, les coûts de santé liés aux seuls dégâts liés aux produits aux pesticides organophosphorés ou organochlorés. Donc même pas tous les pesticides. On a là 120 milliards d'euros d'économies potentielles juste en arrêtant de nous empoisonner avec des saloperies de produits phytosanitaires. Donc agroforesterie pour tout le monde. On peut aussi, exactement, pour finir, on peut aussi parler de la PAC. 9 milliards d'euros reviennent à la France chaque année qui servent quasiment exclusivement à l'agriculture conventionnelle. Il y a encore là 9 milliards de viviers d'argent à fournir pour la transition vers l'agroécologie. Et puis évidemment, on peut parler aussi de tous les autres services écosystémiques de dépollution des sols, de revivification des sols, etc., qui permettrait, donc sans augmentation d'impôts ni baisse des services publics, avec juste ce qu'on appelle du courage politique, de sauver un petit peu la planète. Voilà. Je sens que tu aurais pu en parler encore 2 heures. C'est super intéressant. Il faut malheureusement passer au vote. Alors, on n'a pas de représentant au débat et au vote. On n'a pas de représentant de la FNSEA, des syndicats agricoles autour de la table. Je n'ai pas forcément de connaissances sur le sujet pour t'apporter la contradiction. En revanche, je pense que ce qu'on te dirait sur un plateau médiatique traditionnel. C'est l'avocat du diable. Non, mais ce serait dire, mais combien ça coûterait, monsieur Louquet? Mais j'y ai répondu, monsieur. Oui, mais les agriculteurs conventionnels, ils existent, ils perdraient leurs emplois, blablabla. Je répondrais que l'abolition de l'esclavage a aussi mis en faillite des entreprises. Ok, très bien. On atteint des points presque. Voilà. Là, je pense que ce qu'on peut arguer contre lui, et ce que je ferai pas parce que je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est le passage à l'échelle. Oui. C'est que l'agroécologie est fait pour des petites parcelles et que précisément on ne peut pas l'étendre sur l'ensemble d'un territoire, et c'est ce sur quoi insistent en particulier les syndicats d'agriculteurs d'agriculture intensive ainsi que les vendeurs de produits phytosanitaires. Alors, la chance qu'on a, c'est les millions de chômeurs justement en petites parcelles extrêmement découpées. On a là un vivier d'emploi qui est énorme. Non, mais ce qu'il y a de clair, c'est que ça nécessiterait un changement de radical de société. Enfin, ça fait plus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on est passé à une agriculture industrielle intensive. Ça nécessiterait, à mon avis, du temps, mais ce serait. Mais je propose la radicalité. Très bien, Annabelle. Ça me rappelle ton papier sur l'effort de guerre. Tout à fait. Que tu publies au moment de la crise des Gilets jaunes, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Moi, c'est vraiment ce que je me pose comme question, c'est comment tu convaincs tout le monde, agriculteurs comme ces millions de chômeurs qui n'ont pas forcément envie d'aller planter des là, on se retrouve dans un...
Enfin, Oui, j'ai pour y réfléchi à la arriver- proposition, pas la façon de convaincre encore. Non, mais on est dans- ouais. Là où la proposition de Vincent est intéressante, c'est que c'est pas le passage brutal d'un modèle à un autre, c'est qu'il y a déjà un grand nombre d'agriculteurs qui pratiquent ce type Oui. d'agriculture, que ça fonctionne, qu'il y a du test and learn et que ça fonctionne, et que il y a c'est pas comme si c'était une proposition utopique. Moi, je te trouve d'ailleurs un tout petit peu social-démocrate et un peu mou. Un peu léger. Pour que les auditeurs et auditrices sachent ce qui vient de se passer, généralement c'est Thierry qui est traité de social-démocrate autour de la table, donc il retourne le C'est un stigmate. tour de bâton que je prends bien. C'est peut-être de te côtoyer qui me Qui te modère. transforme. Ouais. Une proposition qui a l'air de faire l'unanimité autour de la table, on va quand même passer au vote, histoire d'avoir un minimum de démocratie autour de cette table. Je pense que tout le monde vote pour. Y a-t-il une abstention, par exemple? Moi, j'aurais préféré que ce soit 2025 à la place de 2030, mais je vote Certes. pour parce que je suis bon camarade. Eh bien, Madame Google va trancher. Votre proposition est acceptée. Bien, merci. Bravo. camarade. Bravo, Vincent. Président d'Ecotopia. Félicitations à toi. Agro. Écologie pour tout le monde. Première proposition validée. Alors, je vais prendre la main de mon côté et j'ai décidé d'évoquer avec vous le sujet le plus sexy de ce grand débat national et même le plus sexy du monde. J'ai nommé la fiscalité et les dépenses publiques. Mais c'est important. Alors évidemment, On te pour reconnaît bien là. cadrer le débat, le gouvernement précise d'emblée, je le cite, que le niveau de dépenses publiques le plus élevé des pays développés lorsqu'il est rapporté au produit intérieur brut est celui de notre pays, évidemment. Avant de préciser, dans le même mouvement quand même, que le niveau de vie des 20% des Français les plus pauvres est augmenté de près de 75% grâce à la redistribution. Donc, le modèle français, on taxe beaucoup, mais on redistribue beaucoup. On nous rappelle ensuite que les Français bénéficient de prestations sociales importantes et que le poids des impôts et des cotisations sociales est un enjeu pour quand même la compétitivité de l'économie française. Donc on sent déjà dans ces premiers... Je vous assomme pas de chiffres, il y a quelques chiffres aussi également, comme ils le font pour cadrer le débat autour de l'écologie. On sent déjà un peu ce qui va suivre dans le cadrage des termes du débat, et ça rate pas, puisque à la question 3, après nous avoir permis de nous exprimer un peu de manière un peu libre, à la question 3, je vous la lis, parce qu'elle vaut le coup, afin de réduire le déficit public de la France. Alors déjà, est-ce que c'est un objectif que tout le monde partage de réduire le déficit public de la France ? Je ne sais pas. On n'a pas le choix, En tout cas, là, on n'a pas le choix. Qui dépense plus qu'elle ne gagne ? Bon, la France dépense plus qu'elle ne gagne. Pensez-vous qu'il faut avant tout, encore une fois, une seule réponse possible, réduire la dépense publique, augmenter les impôts, ou faire les deux en même temps? Ou alors je ne sais pas. Bon, on voit que les choix sont relativement limités, sachant qu'ensuite, dans le déroulé des trucs, c'est quels sont selon vous les impôts qu'il faut baisser en priorité. Donc, afin de baisser les impôts et de réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité? Et parmi les dépenses de l'État et des collectivités territoriales, dans quel domaine faut-il faire avant tout des économies? Donc on sent que la volonté du gouvernement est bien évidemment de faire baisser le plus possible la dépense publique. On est sur des économies, donc on est sur la dette, on reste dans un cadre qui est établi au niveau fiscal des dépenses publiques depuis des années, on n'en sort pas, lutte contre le déficit et lutte contre la dette, fardeau de la dette par la seule baisse des dépenses publiques. Alors si par exemple, moi je souhaitais pour le futur augmenter l'imposition des plus riches pour mieux financer les services publics, dans ce cadre-là, j'aurais du mal à l'exprimer. Ou bien si pour faire des économies, je comptais par exemple, juste comme ça un exemple, mieux lutter contre l'évasion fiscale qui se situe à peu près entre 60 et 80 milliards d'euros, selon Oxfam, encore une fois, c'est une ONG qui est relativement engagée sur ces questions, soit à peu près ce que rapporte l'impôt sur le revenu, 73 milliards d'euros pour rappel en France chaque année. Je ne pourrais pas le faire dans ce cadre de ce débat. Donc, je trouve que sur ce sujet en particulier, et typiquement sur la transition écologique, j'avais pas préparé ta partie, Vincent, et je trouve que les questions étaient plutôt, en tout cas plus largement posées. Là, on est vraiment dans la doxa néolibérale, et donc je propose, chers compatriotes, De laisser filer les déficits. de les annuler, tout simplement, Annulons d'annuler la la dette. Non, mais ça pourrait. Ce qui par ailleurs est une vraie question. Oui, c'est une vraie question. Mais là, je propose un changement radical de notre politique fiscale à l'échelle européenne, qui permettrait de dégager des marges sans devoir rogner sur aucun service public et au contraire de mettre de l'argent dans l'éducation, de mettre de l'argent dans les services publics au sens large, notamment les transports
et également nos amis les forces de l'ordre. Et une table rase donc qui permettrait qui passerait dans un premier temps en France par la mise en place d'un impôt véritablement progressif, en tout cas plus progressif, avec peut-être une assiette élargie, afin que tout le monde participe à l'impôt sur le revenu, mais que les plus riches des plus riches payent beaucoup plus que ce qu'ils payent actuellement et beaucoup plus que les plus pauvres des plus pauvres, avant de s'attaquer à la mise en place, encore une fois au niveau européen, d'une simple taxe sur les transactions financières qui, à 0,01%, rapporterait pas énorme, je crois que c'est 70 milliards d'euros au niveau européen. On pourrait peut-être la booster un peu, tu vois, mais 0,1%, et là on aurait des marges de manœuvre assez gigantesques. Et si on la met en place au niveau européen, m'est avis que si l'Europe est, comme on le souhaite tous, je crois, autour de cette table, suffisamment forte par rapport à la Chine et aux États-Unis, permettrait de rebattre un peu les cartes au niveau mondial et de se sortir de là pour se dégager des marges et parvenir à transformer la société vers un modèle que l'on souhaite. Bravo. Ce sera tout pour moi. Voilà, je suis allé vite. C'est un sujet passionnant, hein, la fiscalité, vraiment, quand on s'y intéresse un petit peu. C'est complexe pour être... je crois qu'on complexifie un peu trop pour faire peur, mais quand on s'y penche un peu, on se rend compte qu'il y a quand même des choses assez simples à mettre en œuvre. Pardon, Annabelle. Dans les questions, il n'y en a aucune qui te permette de parler de l'évasion fiscale ou de la taxation des GAFA Si, ou de... tu Parce as... que cette question, en effet, tu peux pas en parler. Je crois, je ne l'ai pas imprimé malheureusement, je l'ai pas souligné, mais à la question 1, tu as comment dire, on te permet de répondre librement. Genre, mais c'est toujours... Je le retrouverai et je le mettrai sur le site, mais il n'y a aucun moment où tu peux... c'est pas proposé en tout cas. Non, on te propose. Donc finalement, pas c'est quoi ta proposition La première à l'échelle de... Il a triché, il y en a deux. La première, c'est une table rase fiscale. Donc la première à l'échelle de la France, c'est la mise en place d'un impôt sur le revenu véritablement progressif. Et avec une assiette un peu plus large. Une tranche supplémentaire. Et au niveau européen, la fameuse taxe sur la transaction financière dont on parle depuis des années et qui n'a jamais vraiment été mise en œuvre. Il y a eu des tentatives au niveau du Parlement européen. Je trouve que certains groupes de gauche radicales au Parlement européen ont voté contre parce que c'était un pansement sur une jambe de bois. Et donc c'est vraiment un sujet assez schizo politiquement. Oui, tout à fait. Et puis, encore une fois, d'habitude, le monde est plus complexe, il n'y a pas de baguette magique, mais ces deux-là, en tout cas, ces deux réformes-là sont potentiellement mises en place dans le cadre actuel. Je n'ai pas parlé d'un changement radical, d'une révolution à l'échelle mondiale, évidemment. Dans le cadre actuel, on pourrait les mettre en place et ça pourrait dégager des marges de manœuvre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vas-y. Je trouve qu'on peut difficilement voter contre. Je pense qu'il y aurait des arguments contre à ma droite. On peut difficilement voter contre et je suis toujours en fait assez étonnée du fait que la taxe sur les transactions financières ou les sujets de l'évasion fiscale se retrouvent toujours relégués derrière la question de l'ISF. Bon, on t'en a pas parlé. Je ne sais pas s'il faut lancer ce sujet, mais en fait, du coup, on se retrouve à se battre entre nous au lieu de viser des responsables pourtant qui sont là sous nos yeux et vers lesquels on arrive à rien faire. Voilà. C'est vrai que j'ai pas parlé Je sais pas comment dire ça plus clairement, mais j'ai pas parlé de l'ISF qui est une des revendications des Gilets jaunes et qui, selon moi, pourrait être complètement mise de côté si l'impôt était réellement progressif en France. Et effectivement, j'ai parlé rapidement de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, mais il y a aussi les niches fiscales, dont celle qui a été créée il y a pas longtemps, qui s'appelle le CICE, et qui nous permettrait déjà si on annulait, puis qu'il ne produit pas les effets escomptés, c'est-à-dire créer de l'emploi quand même. Je ne sais pas si vous vous souvenez du petit pin, c'est 1 million d'emplois là, de notre ami du MEDEF. Voilà, tout ça permettrait déjà de dégager des marges de manœuvre encore plus rapidement puisque au niveau français et par décret c'est réglé. Sur les niches fiscales, il y a aussi la nôtre. Oui, je n'osais pas le dire. Je crois qu'on peut le dire. Il y a une niche fiscale. Ça, on va couper au montage. Ça remonte dans le cahier de doléances. C'est important. Moi, je suis pour sa suppression au-dessus d'un certain montant de salaire. Il a déjà été supprimé au-dessus d'un certain montant. Alors, c'est voté par le Sénat. Attends, il faut encore que ça passe. C'est pas encore passé. C'est encore complètement validé. Et le Sénat a validé au-dessus de 6 000 euros mensuels, net. On pourrait peut-être encore baisser un peu la charge, quoi. Je crois que 6 000 euros net, même à Paris, on vit quand même assez tranquillement. Donc, moi je suis pour cette suppression-là. Et évidemment, je ne suis pas au-dessus de 6 000 euros, donc ça ne me concernerait pas. C'est toujours plus simple peut-être pour la suppression pour d'autres. Ou pour une suppression d'ailleurs. C'est ton petit côté François J'ai pas réfléchi, mais non, pourquoi pas. Vincent, pardon, tu voulais ? Je voulais apporter ma contribution. Vas-y.
je rejoins Annabelle, on peut difficilement être contre moins d'inégalités. Il faut rappeler que depuis la crise de 2008, la France est un des 3 pays où les inégalités ont le plus augmenté dans les pays de l'OCDE. Le gouvernement mentionne que les 20% des plus pauvres, grâce à la redistribution, sont moins pauvres que prévu. Il faut quand même souligner que les 20% les plus pauvres n'ont quasiment pas vu leur pouvoir d'achat augmenter, et même parfois ont vu leur pouvoir d'achat légèrement baisser depuis 10 ans, qu'ensuite les plus riches a largement explosé. Donc effectivement, il y a ces questions-là. Il y a la question de la légitimité de l'impôt. Et je reviens sur mes marottes. Question de la légitimité, je trouvais ça intéressant de ce point de vue-là, le champ lexical qu'employait Dominique Bourg de créer un ISF vert. Rappeler pourquoi on paye l'impôt. Les plus riches sont les plus gros pollueurs aussi. Ça permet de lier justement justice fiscale et justice sociale et justice environnementale. Fin du monde et fin du mois. Exactement. Donc pourquoi pas aussi ce genre de choses, et taxer aussi évidemment le capital. Macron a aussi appliqué son plafonnement de la taxation du capital. C'est justement un des grands mouvements aussi ces dernières décennies, c'est l'augmentation radicale du niveau de richesse qui allait vers le capital et la diminution de celui qui va vers le salaire. Je pense que l'impôt sur le revenu ne peut pas tout régler. Il faut passer aussi par la taxation des autres sources de richesse. Évidemment. Mais je suis allé. Il faut faire une seule mesure. J'ai paré au plus pressé, j'en ai fait déjà 2, c'était trop. Thierry, je t'ai vu lever les yeux à un moment ou à un autre. Oui, parce que c'est juste sur la fameuse convergence des luttes fin du mois, fin du monde. Ouais. Je veux dire, tout le monde sait que tout ça est complètement antagonique. Alors que en fait, c'est lié, mais bon. C'est sans doute lié sur le fond. mais un des grands clivages à venir dans la société française et dans les pays occidentaux sera précisément l'affrontement entre la question sociale et la question environnementale, et qui va de fait nous piéger, mais c'est un autre sujet. Non, moi je pense que c'est ce que tu dis est intéressant, dans la mesure où une des dernières grandes marges de manœuvre des politiques, c'est la question fiscale, c'est le levier de l'impôt. Beaucoup des compétences des politiques, ils s'en sont eux-mêmes démunis, ils s'en sont débarrassés au fur et à mesure. Il reste en gros les nominations, on nomme ses copains, et il reste l'impôt, parce que précisément l'impôt reste un des derniers attributs régaliens. Cela dit, et c'est là où je te rejoins, c'est sur la question européenne, c'est que le vrai enjeu, c'est de pouvoir le faire à échelle européenne. On a bien vu un des grands problèmes de la gauche au pouvoir, ou des gauches au pouvoir, qui se pose depuis que les gauches dirigent des pays, y compris le RSS, c'est d'œuvrer dans un seul pays. Et donc la mise en place d'un impôt européen qui n'existe pas à l'heure actuelle est évidemment une des premières choses à faire, un des premiers leviers à actionner, parce que une France qui se permettrait, surtout dans un contexte de Brexit, de s'amuser à augmenter les taxes soi-disant pour les plus riches, en fait c'est typiquement la fausse bonne idée. Et donc je pense que le préalable est évidemment d'avoir un gouvernement économique européen et de pouvoir lever un impôt européen. Et dans ce cadre-là, il n'y aurait pas un appel d'air de défiscalisation au profit de la Grande-Bretagne. Surtout que là, on se dirige vers un Brexit sec. Donc je pense que c'est ça l'enjeu véritable. Évidemment que le levier fiscal demeure celui sur lequel on peut le plus agir en vue de la justice sociale. Donc la question de la dîme et la gabelle contemporaine, de toute façon, elle va nous revenir à la gueule si on s'en occupe pas. Donc je vote plutôt pour, évidemment. Voilà, je fais attention quand on est de bonne volonté, ou disons progressiste au sens large. On a souvent tendance à penser qu'une bonne taxe peut tout résoudre. C'est jamais si simple, et derrière il y a vraiment des grands enjeux politiques. C'était juste mon petit bémol. Évidemment, mais donc tu votes pour, donc oui, j'ai déjà sûr. Ton vote, et pour ça je suis rassuré. Et vous deux, mes camarades? Eh bien, je vote pour aussi. Allez, c'est parti. Ouais. Allez, encore. Votre proposition est acceptée. À l'unanimité, beaucoup de consensus, c'est pas merveilleux. La conviction de ces doigts nickel. Alors Annabelle, je te vois prendre tes petites fiches, et ça tombe bien puisque effectivement c'est ton tour, et que toi tu vas nous évoquer un sujet ô combien important, et peut-être un petit peu plus emballant que celui de la fiscalité, et encore. Mais c'est très emballant, la fiscalité, parce que c'est la justice, Guillaume. Absolument. C'est la justice sociale et fiscale. Toi tu parles de démocratie et citoyenneté. Oh, un marronnier. Comme dans le chapitre de Vincent, le gouvernement ouvre son document par un constat d'échec. Bon, ça aurait été difficile de faire autrement, mais donc ils disent les citoyens se sont éloignés des urnes, on est dans une crise de représentativité, etc., etc. Sur 47 millions de Français inscrits sur les listes électorales, seulement 18 millions sont venus voter au second tour des élections législatives, donc, etc., etc. Moi, j'ai 8 sous-questions, donc je ne vais pas
toutes vous les citer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans ce volet qu'on parle de vote blanc, qu'on parle de reconnaissance de vote blanc. Voilà, qui a été cité par Emmanuel Macron lors de son allocation télévisée, que vous avez tous suivi, qu'on parle de la limitation du nombre de parlementaires, qu'on parle du rôle des assemblées, de modalités de démocratie plus participative, de tirage au sort, de recours au référendum, et donc bien sûr du fameux RIC, référendum d'initiative citoyenne dont on a beaucoup parlé ces derniers temps puisqu'il est réclamé par les Gilets jaunes et qui permettrait donc, si on obtient 700 000 signatures, de soumettre au vote de l'intégralité des Français une proposition de loi. Et c'est aussi là qu'on retrouve les questions si faciles, n'est-ce pas, si légères, de la laïcité et l'immigration qui étaient au départ prévues comme un sujet à part, un 5e thème. D'ailleurs, Emmanuel Macron, à nouveau dans son allocation télévisée, en avait parlé. Allocution. Allocution. De te corriger. Oui, mais je sais même pas ce que j'ai dit. Mais t'as dit allocation, mais c'est parce qu'on parlait de fiscalité avant. C'est plus ton thème, ça. Oui. Excuse-moi, c'est moi qui t'ai embrouillé. Eh bien, écoute, je te supprime tes allocations. Voilà. C'est magnifique. Donc, je disais... Oui, pardon. Rôle des assemblées. Ouais. C'est là qu'intervient ma proposition. Parce qu'en fait, en 8 questions, on balaye tout ça. Vote blanc, rôle des assemblées, immigration, tout ça. Ouais, j'ai quasiment tout dit. Pas mal, ouais, c'est ça. J'y répondrai. Alors, donc, rôle des assemblées. C'est là que je vous dis que je voudrais faire renaître l'idée de chambre du futur, mais dans sa version originale. Donc l'idée de la chambre du futur, c'est de créer une chambre qui puisse prendre en compte les intérêts de long terme, les intérêts de l'environnement, dans la fabrication de la loi, et donc qui puisse représenter la nature et les générations futures qui sont aujourd'hui dans le droit français impossibles à représenter. La proposition vient de Dominique Bourg, une proposition de 2011. On en avait parlé dans Uzbek Erika en 2016. En long, en large. Mais elle a été reprise par Emmanuel Macron. Et on a eu l'impression qu'Emmanuel Macron nous avait créé une chambre du futur. Parce qu'en fait, il nous a dit, mais on en a déjà une. C'est le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Le quoi? Le CESE. Le fameux CESE. Donc il a dit, on a déjà une 3e chambre. On va la transformer et ce sera notre chambre du futur. Donc aujourd'hui, si vous allez sur le site du CESE, vous avez donc les nouvelles modalités de cette chambre qui est devenue la chambre de la société civile, qui a des nouvelles missions. D'accord. Et sa 4e mission, c'est l'examen des conséquences à long terme des décisions des pouvoirs publics. Ok. C'est marqué noir sur blanc. Donc il y a bien cette idée de long terme. Voilà, donc elle devra faire appel à l'expertise de la communauté scientifique pour une meilleure prise en compte du futur dans ses avis. Mais trop bien. Mais sauf. Étais-tu au courant que ça existait presque pas Pas loin. Pas loin, parce que si on n'entend pas parler, c'est qu'en fait ce pouvoir est très peu effectif. Donc moi je propose une vraie chambre du futur qui aurait un pouvoir pas seulement consultatif, mais un pouvoir contraignant. Voilà, alors donc là, je n'invente rien du tout. Le droit de veto suspensif dont parlait Dominique Bourg, c'est du coup la possibilité de contraindre le Parlement à réexaminer un projet de loi si on considère qu'il est contraire aux intérêts du long terme. D'accord. Ce serait intéressant. Donc, mais ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas, puisque c'est vraiment un rôle consultatif. Et ensuite, il faudrait aussi revoir la composition en fait de cette chambre. Là, dans sa nouvelle forme, le CESE comprend 155 membres contre 233, donc on a réduit leur nombre. Ouais. Mais en revanche, donc c'est des représentants des syndicats, du patronat ou des associations. Et donc, c'est la particularité de cette chambre, ils ne sont pas élus au suffrage universel, direct ni indirect, ils sont choisis. Voilà. Ouais. Donc moi, je propose qu'il y ait une part de tirage au sort pour qu'on ait des citoyens là-dedans. Allez. Je propose aussi qu'il y ait une limite d'âge pour qu'on ait des générations futures
de façon garantie. Qui s'exprime au nom du futur, pas des... Donc on pourrait avoir un quota, bon c'est terrible pour les vieux, mais on pourrait avoir un quota de moins de 30 ans. Par exemple. Et pourquoi pas Ouais. Qui est aussi une dimension européenne et mondiale dans les personnes qui sont consultées. Et alors là, j'ai marqué sur ma feuille Kogi Thomas Pesquet. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le dernier numéro de Rendez-vous en terre inconnue, mais quand Thomas Pesquet va chez les Kogi et qui nous explique à quel point... La tribu d'Amazonie. Voilà, en Colombie, à quel point on a tout foiré. Et que, en fait, eux, ils ont tout compris depuis toujours. Et ben, si on avait un petit Kogi. Le chef des Kogi qui venait de temps en temps dans notre collège du futur, ça serait sympa. Et... je vote pour, mais juste ça. Juste avoir le chef des Kogi de temps à autre, en train de chiller avec les membres du CESE nouvelle génération. Et des membres du cartel de Medellin. Pour vous convaincre de mon quota anti-vieux, je vous fais à nouveau entendre notre activiste suédoise de 15 ans pendant la COP24, Greta Thunberg. On pourrait imaginer... Tu mets Greta avec toi. Putain. Et on pourrait imaginer une Greta Thunberg française qui viendrait nous dire un propos équivalent dans Ma chambre du futur. Vas-y Greta. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. Vas-y Greta. Voilà. Rapidement, qu'est-ce qu'elle raconte? Ça vaut un Kogi, quand même. Oui, un chef Kogi et une Greta française, et voilà. Et hop, c'est bon, quoi. Et tout est sauvé. Elle dit rapidement qu'en 2078, elle va célébrer son 75e anniversaire, que si elle a des enfants, ils passeront peut-être cette journée avec elle, et que à ce moment-là, peut-être qu'ils lui poseront des questions sur nous, peut-être qu'ils lui demanderont pourquoi nous n'avons rien fait quand il était encore temps. Et elle termine par nous sommes venus vous dire que le changement arrive, que vous le vouliez ou non. Voilà. Et Thierry est consterné qu'on en soit encore. Moi, elle me fait peur, cette qu'on petite. en soit encore en 2019 et écouter Greta. Mais pourtant, c'est pas Greta, c'est Chucky. Mais n'importe quoi. On passe des Kogi à Chucky, c'est super. Vincent, prends la parole et dis-nous si t'es OK. Moi, j'ai été emporté par Annabelle dans cette magnifique nouvelle chambre totalement métamorphosée. Le bémol que je mettrais, c'est que 3 réelles chambres démocratiques, ça commence à faire beaucoup. Ah, mais faut supprimer le Sénat. Voilà. J'allais y venir. C'est que le Sénat est la chambre. Alors, on a la chambre des citoyens, le Sénat, c'est la chambre des lobbies. Je suis pour supprimer le Sénat qui ne sert absolument à rien à part à emmerder le monde. Alors, je me permets quand même. La chambre. J'ai un bon ami sénateur. Moi qui ai un bon ami sénateur. Sur un certain nombre de sujets, ils ont quand même mis le haut là. Oui, notamment... mais sur d'autres sujets, ils sont aussi catastrophiques. Bien sûr, mais sur la surveillance, notamment, ils sont un peu plus prudents que les VDIT un peu. Bon, il faudrait mélanger les vertus surveillance du Sénat et les vertus de. Il n'en reste pas moins que je suis pour se séparer de cette chambre. Comme le général de Gaulle l'était d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ah bah tiens. C'est ton côté gaulliste. Qui remonte. Ouais. Non, mais avec un peu de caricature et d'excès, évidemment, j'exagère, mais le Sénat est quand même une chambre de trop, totalement en décalage avec son époque. Le suffrage indirect à 2 tours, la soi-disant représentation des territoires, ça fait doucement rigoler il faudrait demander aux Gilets jaunes s'ils pensent être représentés par les sénateurs. Je pense pas qu'ils le soient vraiment. Il faudrait rien demander aux Gilets jaunes. Alors si, moi je suis pour leur demander beaucoup de choses. Remplacer le Sénat par un CESE mélangé avec le Sénat, mélanger tes idées avec une refonte de tout ça, et effectivement intégrer beaucoup de tirages au sort et d'élections au suffrage novateur, ça peut être assez excitant. Ok, donc tu es plutôt pour. Plutôt pour, avec cette espèce de bémol. Thierry, à toi. J'ai du mal à le dire, mais j'aime beaucoup Annabelle. Mais je suis pas d'accord. En fait, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire et c'était très uzbékien. En fait, on en a beaucoup parlé. En 2016, je n'étais pas encore chez Uzbek. Voilà, non, mais c'était. Je n'ai pas assisté à ces débats. Il y a un petit. En fait, c'est trop facile. J'ai un peu le sentiment que c'est trop facile. Tu penses que ce serait que symbolique ? J'ai l'impression qu'on répond à un problème politique par une réponse, par une solution bureaucratique. En fait, c'est un peu ça mon sujet. C'est un peu comme la RSE dans les entreprises. Quand on crée une commission RSE, en fait, non, l'entreprise doit faire de la responsabilité sociale et environnementale. Donc, c'est un peu jouer sur les mots pour moi. Et j'ai l'impression de faire le mauvais cire, comme le triste cire, comme dirait Blaise Mao.
Qu'on salue. Mais j'ai le sentiment que ça ne résoudrait pas en fait les questions. Pour moi, on doit intégrer les problématiques du futur dans les politiques publiques. Et la distinction entre court terme et moyen terme me paraît un tout petit peu factice. Ouais, enfin, c'est quand même un moyen d'intégrer, si on lui donne des pouvoirs contraignants, un moyen d'intégrer les problématiques futures de fait, enfin, je veux dire par la loi et par le droit dans toute décision politique. Enfin, si le pouvoir devient contraignant. En tout cas, tu réponds, c'est ce qu'ont répondu les... J'ai lu ça sur Public Sénat, les gens de l'Assemblée et du Sénat, au moment où on leur a dit « Vous n'êtes pas du tout la chambre du futur ». Pardon, en fait, elle devrait l'être. Évidemment qu'on s'occupe du futur et qu'on est les chambres du futur. On n'a pas besoin d'un CESE. Pour le faire, ouais. Bien sûr, c'est évident. Moi, en fait, je me méfie du caractère théorique de la chose. Sur le papier, on se dit évidemment, le long terme, les générations futures, Greta, elle s'appelle Greta Thunberg. Greta, bon, cette petite Greta là, j'en ai un peu marre, moi, des donneurs de leçons qui viennent en disant vous n'avez rien fait pour moi. Ça va. Mais c'est surtout qu'elle a 15 ans, elle a le droit. D'accord, et j'ai le droit de critiquer quelqu'un qui a 15 ans. Je veux dire, ma fille en a 13, je peux la critiquer aussi, par exemple. Et puis surtout, c'est une héroïne mondiale, donc je me rends pas service en disant ça. Hein. C'est vrai. Voilà. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la résolution des grands conflits. Et là où j'aurais tendance à tirer un peu le ton fil, c'est sur les fameuses chambres de controverse, plein d'intellectuels en ont parlé, Bruno Latour en particulier, pour résoudre des grandes questions qui sont des nœuds extrêmement difficile à résoudre, en particulier dans la société française qui aime bien s'affronter. On voit ce que ça a pu donner sur les fameux grands projets inutiles et imposés, sur Notre-Dame-des-Landes en particulier, sur les grandes questions énergétiques. On a essayé de résoudre ces questions-là par la CNDP, la Commission nationale du débat public, dont on a beaucoup parlé récemment, notamment avec l'affaire Joanneau, et qui n'ont rien résolu. Je pense qu'une chambre de controverse où on mettrait tous les protagonistes d'un sujet antagonique dans une même pièce en disant vous ne sortez de là que quand vous vous êtes entendus, que quand il y a de la fumée blanche qui sort de votre cheminée, aurait des résultats sans doute plus bénéfiques. Je veux pas. Est-ce que tu vois cette chambre comme une chambre consultative ou d'experts ou une chambre qui a un vrai pouvoir législatif ou un pouvoir politique? Parce que la question, c'est la question. Évidemment, c'est la question du pouvoir. Ouais. C'est la question du pouvoir. Je me méfie en fait d'une chambre du futur qui viendrait en surplomb d'une chambre des affaires courantes. Et qui dévitaliserait celle-ci. Je pense qu'en fait les affaires courantes doivent s'occuper des affaires du futur. Donc, et puis je voudrais aussi créer un peu de dissensus autour de cette table. C'est bien, c'est ce que j'allais dire, c'est très bien, puisque c'est pas moi qui m'y colle. J'ai l'impression que c'est pas le débat qui manque ni les connaissances en fait, et que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il faut faire évoluer le droit. Et que pour faire reconnaître le droit des générations futures ou les droits de la nature aujourd'hui, on est obligé d'en passer par là. Pas forcément, ça peut aussi passer par le code civil, par exemple. Sur les droits de la nature, la seule réponse, c'est qu'en fait, par la Constitution, bon, c'est une façon d'y arriver, mais qu'en fait, il faut en appeler au courage des juges qui, par la jurisprudence, vont faire avancer les choses petit à petit, et que c'est... Du coup, j'ai l'impression que c'est le seul moyen. Si tu leur donnes un pouvoir contraignant... Ah mais sur le caractère contraignant, ça fait pas de doute. Je dis juste attention à la création de commissions, même contraignantes, ou de chambres, y compris contraignantes, qui bureaucratiseraient des questions politiques. C'était mon bémol. Je me permets, Annabelle, je suis désolé. J'ai tout autant le souci du futur que toi. Enfin, sur le fond et le souci du futur, je crois que vous vous retrouvez. Donc je vais trancher. Je suis très content de trancher. Et là, Annabelle me regarde avec crainte. Mais je suis bien évidemment pour. Donc ta proposition est validée avec le bémol effectivement de la suppression du Sénat. Mais je pense que c'était inclus dans ce que tu fais. Votre proposition est acceptée. Et voilà, les 3 propositions acceptées avec enthousiasme. Bravo à elle. 3 sur 4. Thierry, est-ce qu'on va faire un 4 sur 4 Je sais pas, mais en tout cas, on reste avec toi et l'organisation de l'État et des services publics. Merci pour ce sujet encore plus glam. On t'a laissé le plus sexy. Encore plus glam que la question fiscale. Donc oui, ça c'est le 4e grand sujet. C'est le 4e grand sujet de ce débat national. C'est les services publics. C'est l'organisation de l'État et des services publics. Alors le diagnostic du gouvernement est assez simple. Là encore, alors pour le coup, il est aussi très chiffré. 5 480 202 agents publics travaillent au service des citoyens dans une des administrations françaises, donc les collectivités locales, l'État central.
avec pas mal de chiffres aussi, 13 millions d'élèves, collégiens, lycéens et apprentis pris en charge, 20 millions de patients soignés dans les services publics d'urgence des hôpitaux chaque année. On se retrouve bientôt à tous les Français là. Ouais, c'est ça en fait. Et là, je crois qu'on touche typiquement au cœur de ce qui fait la spécificité du modèle social français, c'est-à-dire son service public. Et qui est à la fois un totem, un tabou, une vache sacrée, en même temps quelque chose que le monde entier nous envie. On aime détester nos fonctionnaires, parce qu'en fait la question est bien évidemment là, c'est la question du rapport entre le citoyen, l'individu, et son administration au sens large, et donc forcément une administration qui est incarnée par ses fonctionnaires, qu'on adore détester, et à chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, on se dit il faut plus de services publics. Guillaume. Non, pardon, je vais t'interrompre, tu dis on adore détester nos services publics, mais on adore nos services publics. Enfin, je veux dire, l'hôpital fait partie des institutions les plus respectées, évidemment, bien sûr. les plus admirées, en tout cas dans tous les sondages d'opinion. Ce que je veux dire, c'est qu'on est très versatile à l'égard de nos fonctionnaires. Alors, les flics, par exemple, étant eux-mêmes des fonctionnaires, on aime les aimer quand ils nous sauvent, on aime les détester quand ils outrepassent leurs droits. Et en fait, on demande énormément à notre service public. Ouais. À partir du jour où quelqu'un a dit « l'État, c'est moi », où il avait personnifié, donc Louis XIV en l'occurrence, où il avait personnifié le rapport de l'individu au collectif, où on a colbertisé le rapport à l'État. L'État, en France, est devenu l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Alors, si je suis le fil de nos amis du gouvernement, le débat doit donc faire, je cite, émerger des idées pour rendre les administrations et les services publics plus utiles en étant plus proches, plus simples et plus transparents. Donc la grosse tarte à la crème, évidemment. Et on est aussi dans un contexte où les grandes entreprises du numérique disrupte l'État, où on se demande dans quelle mesure l'État doit devenir un État plateforme. Donc il y a Etalab, il y a le DSI du gouvernement, le secrétariat d'État au numérique. Le secrétariat d'État au numérique. Bon, alors évidemment, nous, on a une focale particulière sur ces questions parce que c'est des sujets qui nous intéressent plus particulièrement. Mais il est évident que, même quand on regarde le fameux exemple estonien, où l'État est un réel État plateforme, où tout est numérisé, où il y a même un passeport de e-résidence, où les Estoniens veulent passer de 1,2 million à 10 millions d'habitants. On en a parlé dans Uzbek Erika récemment. Ça peut faire office de phare dans la nuit pour un État qui serait supposé s'alléger, se fluidifier, s'optimiser. Bon, moi j'ai pas tellement voulu dans ma proposition répondre à cet État plateforme. Il est évident qu'on doit moins faire la queue, que les fonctionnaires qui nous accueillent doivent être plus souriants, que le service public doit être au plus près du citoyen. Mais bon, tout ça pourrait faire l'objet d'un débat dans un parti politique quelconque, et évidemment personne n'y trouverait rien à redire. Quelques questions sont posées, je crois 15 questions sont posées. 15 wow. 15 questions sont posées aux citoyens. Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin? Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développer sur Internet en priorité? Moi, c'est la 14 qui m'a le plus intéressé. Et elle est assez large. Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous? Bon, alors... moi, je voudrais parler d'un sujet hyper chiant, c'est l'école. Alors, pourquoi l'école? Premièrement, parce que à chaque fois qu'il y a un débat dans ce pays, on dit « Ah, mais c'est le rôle de l'éducation de traiter ce sujet. » Donc ta réforme concerne l'école? Ouais, ma réforme concerne l'école. Et deuxième chose, je trouve que ce qui affleure dans le débat politique aujourd'hui, c'est la question de l'atomisation d'une société comme la nôtre. Et finalement, les Gilets jaunes ne seraient, en tout cas d'après moi, et du fait des grandes réflexions qu'on mène chez Uzbek depuis longtemps, la manifestation d'une société qui ne se reconnaît plus dans une certaine forme d'intérêt général. On cherche à mettre en avant sa propre souffrance, on cherche à mettre en avant ses propres revendications, et je pense que l'éducation nationale est sans doute le socle sur lequel on peut le plus se retrouver. Or, il y a un problème dans ce pays.
c'est qu'il y a plusieurs éducations nationales. Et qu'à l'heure où le service public d'éducation est en train de perdre de la vitalité, des nouveaux services publics, des nouveaux crypto-services publics privés sont en train d'apparaître. Et là où l'école ne semble plus faire son travail, elle est débordée de sa gauche et de sa droite par des alternatives éducatives. Et comment peut-on faire société dès lors qu'on a plusieurs manières d'être enseigné ? Et donc moi, je propose une solution qui a déjà été proposée aux Français au début des années 80, quand Alain Savary je te vois venir. était le ministre de l'Éducation nationale, c'est de recréer le grand service public laïque unifié de l'éducation nationale, et donc d'en finir avec cette saloperie de loi Debré qui crée un service privé de l'éducation nationale financé avec les impôts des Français et qui ne fait que creuser les fossés entre les citoyens. Je propose donc qu'il n'y ait qu'une seule éducation nationale, que cette éducation nationale, de par son caractère parfaitement régalien et fondamental dans le socle social français, soit publique, laïque, obligatoire, et qu'on mette tout l'argent que tu auras glané grâce à ta magnifique réforme fiscale dans ce nouveau service public. En échange de quoi ? Et que tu en prennes la tête, évidemment. Non, mais en échange de quoi ? Il faut que ce service public soit parfaitement innovant, parce que s'il s'agit de recréer un mammouth plus fort que le mammouth d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Bien qu'un combat de mammouth, c'est cool, quoi. Mais... Un combat de mammouth peut ressembler à un combat de sumo, mais je pense que je veux pas alourdir un service public qui déjà dysfonctionne, et on le sait bien. C'est pourquoi je propose qu'une des contreparties à la création et à l'émergence de ce nouveau grand service public unique et unifié de l'éducation nationale, ce soit que les profs soient mieux payés en fonction de là où ils exercent. C'est-à-dire qu'un jeune prof qu'on envoie en banlieue, faut qu'il soit payé plus. D'ailleurs, je propose que ce ne soit pas seulement les jeunes profs, mais les vieux profs qui soient envoyés dans les zones les plus difficiles. Je propose qu'il y ait une plus grande autonomisation. Donc tu vois, j'étais de gauche, là je suis un peu de droite. Mais avec une autonomisation. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Une plus grande autonomisation des établissements. Je pense que par exemple, les chefs d'établissement doivent pouvoir recruter leurs profs en fonction de leur projet propre d'établissement. De leur projet pédagogique et de leur projet pédagogique. Je pense aussi que les fonctionnaires, professeurs, instituteurs, enseignants qui sont recrutés par l'éducation nationale doivent pouvoir être révoqués. Autrement dit, on ne peut pas avoir un emploi à vie quand on est prof, quand on est un mauvais prof, quand on a fauté, quand on a été mal noté par ses supérieurs. Je pense que on doit pouvoir avoir cette contrepartie de c'est pas un emploi à vie, c'est pas une fonction élective à vie. On n'est pas un pape ou on n'est pas non mais un cardinal quand on est prof. Je vois, c'est vrai. Et on est en première ligne. Je pense qu'il y a quelques fonctionnaires qui sont en première ligne, les flics, les profs en feront partie. Et donc la contrepartie d'un grand service public laïque unifié de l'éducation nationale, c'est que les profs puissent avoir des écarts de salaire. Que les meilleurs profs soient mieux payés, voilà, comme n'importe quel salarié dans le privé. Ça pose énormément de problèmes au niveau de l'évaluation, etc. Mais tu rentres dans les détails. Ouais, je rentre dans les détails. Réforme, mais parce que ça m'énerve. Parce que moi, par exemple, j'ai des enfants et j'ai un enfant dans le privé et un autre dans le public. Je m'en veux beaucoup. Mais la situation fait que je suis obligé de faire ça. C'était exactement les mêmes débats que le service national, le service militaire, jadis. Je me suis fait exempter alors que j'étais pour le faire parce qu'il ne fonctionnait plus. Oui, ça s'entend pas pour nos auditrices auditeurs, mais Thierry est très vieux. Ouais, je suis très vieux. J'ai eu un truc qu'on appelait un DEA, donc avant les masters. Pardon, excuse-moi. Ouais, c'est le même souci. Voilà, en fait. Et donc je pense qu'il faut faire du win-win. C'est con ce que je vais dire, mais c'est ça pour moi un service public qui serait réellement innovant et qui permettrait d'être un réel service au public. Ce serait qu'il y ait de la contrainte à mort, mais que derrière il y ait de la fluidité pour pouvoir créer de l'innovation et pouvoir créer à nouveau le sens de ce qu'on appelle l'intérêt général. Bravo camarade Keller. Bel exposé de ta proposition de réforme. Vincent Annabelle qui veut
prendre Je suis la plutôt, parole et je suis voter. plutôt emballé pour ce projet du futur. On y retrouve aussi un peu l'idée de renouveler le creuset républicain qui manque. Tu parlais du service militaire qui a disparu. Il y a la proposition de Macron de faire un service universel civique Qui va rentrer en vigueur bientôt. phase d'expérimentation. Certains opposants, dans 13 départements, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Les opposants à ce service disent mais en fait les moyens que vous mettez dans ce service civique, vous pourriez le mettre juste dans l'école. Et l'école pourrait être ce lieu où on creuse ce creuset républicain, où on réapprend aux enfants à vivre ensemble, venus de milieux différents, etc. Moi, j'ajouterais un truc à ta proposition, c'est celui de réhabiliter. Alors, la logique d'autonomisation des écoles, d'avoir des projets pédagogiques adaptés à chaque classe, etc. Ça me faisait penser à notre ami Matthew Crawford, son bouquin L'éloge du carburateur qu'on avait interviewé en 2016. Et cette idée qu'il faut aussi réhabiliter le travail manuel et l'apprentissage des travaux manuels, et que, alors c'est aussi toute une logique de faire soi-même, de hacker, etc. C'est un très bon bouquin que je vous conseille et qui nous dit qu'on a des besoins de créativité, d'adaptation et d'autonomisation des individus face à l'autonomisation des machines, qui fait que réussir à l'école, c'est pas forcément être bon en maths. Il faut arrêter de faire des filières manuelles, des filières de rebut, de garage. Et donc voilà, des profs mieux payés, autonomisés, responsabilisés et qui mettent en avant le travail manuel, ce serait une bonne idée. Très bien, tu rajoutes une dimension à cette réforme, mais tu es pour. Du coup, je suis plutôt pour. Annabelle, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va passer au vote en plus de l'argumentation du vote. Pour aussi. Très bien. C'est sympa de pas être rancunière. Non, pas du tout. Il y a quand même énormément de témoignages de parents qui se sentent écartelés, alors soit parce qu'ils ont un dans le public, un dans le privé, ou parce qu'ils n'auront pas les moyens de mettre les 3 dans le privé, dans une école Montessori ou autre. Et donc du coup qui se retrouvent... Enfin, il y a vraiment... En fait, ça regroupe un petit peu tout, quoi, des enjeux de... Ça va même jusqu'à la question de la justice sociale. L'histoire de carte scolaire aussi. Ouais. Donc, je dis pour, et voilà, j'ai juste... que les profs qui n'aient pas leur titre à vie, ça me paraît complètement acceptable. Après, l'évaluation des profs, c'est vrai que ça vient un petit peu bousculer nos repères. Ouais. Donc, je me demande comment ce serait possible. Un Profolib comme Doctolib, tu notes tes profs sur ton appli. Mais il faut faire attention effectivement aux dérives, c'est évident, bien sûr. Beaucoup à notre obsession contemporaine de la notation. Donc, si on se met à noter les profs, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais voilà, donc pour. Eh bien, écoutez, je vais pas argumenter parce que je sais qu'on est pressé par le temps et je suis pour aussi, Thierry, figure-toi. Votre proposition est acceptée. Carton plein pour Thierry Keller, carton plein pour ce grand débat national avec 4 propositions acceptées. Les Français sont réconciliés. En tout cas, autour de cette table, ça va. Merci aux Gilets jaunes et à Emmanuel Macron de nous avoir donné l'idée de cette émission. Je ne souscris pas à cette dernière phrase. Merci surtout à vous toutes et vous tous derrière vos casques, vos enceintes, de nous écouter. Vous êtes toujours plus nombreux et je crois que vous le serez encore en 2019. Je me suis projeté dans le futur et je crois que vous allez continuer à nous écouter. Merci pour votre écoute. Mettez-nous des pouces vers le haut. Merci. Putain, j'ai été interrompu par Madame Google, donc qui parle de pouces vers le haut, puisque comme sur YouTube, parce que Google appartient à YouTube. Merci. Donc j'étais sur les merci à vous. Mettez-nous des commentaires, etc. Oui, iTunes, c'est les petites étoiles sur iTunes. Et merci évidemment à Romane Munier derrière la console, qui est notre réalisatrice et notre première auditrice également, et qui nous dira si elle s'est endormie ou pas au cours de cette conversation. Bonne année à vous, je vous l'ai pas dit, putain, bonne année. Et à bientôt.